Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Oh, Alerter les bébés, oui, la merveilleuse chanson de Jacques Higelin, Alerter les bébés, parce que nous allons parler justement d'une série extrêmement forte, une première série qui va commencer le 29 juin prochain, mais le premier épisode, vous pourrez le voir le 19 mai si vous si vous abonnez à la série. Pierre Barnerias, bonjour. Pierre Barnerias, on ne vous présente pas, on vous connaît, vous êtes réalisateur, vous êtes documentariste, vous êtes propriétaire d'agence de presse, vous avez travaillé avec toutes les télévisions et les radios et la presse écrite aussi. Et puis, je me rappelle encore, et tout le monde se rappelle, vous aviez sorti Hold Up il y a quelques années, vous aviez été traité de tous les noms, complotiste, etc., etc. Vous avez même eu un procès où on vous a condamné à 500 € avec sursis, c'est ça ? En fait, je n'ai eu qu'une seule plainte pour diffamation à la suite du lynchage médiatique sur Hold Up, c'est la plainte de Karine Lacombe. Et donc du docteur Karine Lacombe, et sur les 4 chefs d'inculpation, j'ai été blanchi sur 3, et le dernier c'était il y avait un petit hic, donc en première instance j'ai été condamné à 500 € d'amende avec sursis pour manque de prudence, parce que j'avais... Pourquoi ? Vous aviez dit quoi exactement ? Parce que j'avais montré pour preuve un tableau qui est réel. J'avais parlé des conflits d'intérêts de Karine Lacombe avec les labos pharmaceutiques. J'avais annoncé que Karine Lacombe avait 220 000 € de conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, dont Gilead, qui était en course pour le vaccin. Tout à fait, oui. Et c'était pas des conflits d'intérêts, c'était des liens d'intérêts. Donc j'ai manqué de prudence. Donc pour cela, j'ai été condamné à 500 € d'amende avec sursis. J'ai fait appel parce que moi j'étais un peu révolté de cette condamnation que je trouvais complètement injuste. Et en appel, ils ont confirmé la sentence de première instance. Donc voilà, qui reste la même, c'est-à-dire 500 € d'amende avec sursis. Si Karine Lacombe veut répondre, elle peut répondre, mais nous savons que dans Heroes for Dogs, il y a eu un certain nombre de conflits d'intérêts que tout le monde peut vérifier. Mais là, et puis après, et surtout, nous vous avions reçu il y a un an, Pierre Barnerias, il y a un peu plus d'1 an, pour ce film bouleversant, ce documentaire bouleversant, Les Survivantes. Vous étiez venu d'ailleurs avec une des personnes qui avait effectivement participé à ce film. Et ces personnes justement victimes de pédocriminalité, il faut le dire, des histoires très fortes, bouleversantes, terribles, enfin il faut le dire, terribles. Et puis là, Pierre Barnerias, vous nous aviez annoncé que vous étiez sur un projet, ça fait des années que vous y travaillez, et je voudrais que nous racontiez un peu ce travail, ce que vous appelez, d'ailleurs, c'est notre petit secret. Pourquoi ce titre de général de la série, c'est notre petit secret? C'est quoi ce petit secret? Parce que dans plusieurs auditions, souvent, les enfants victimes racontaient que quand ils étaient face à leur violeur, ils disaient... Leur tortionnaire ou leur violeur, oui. C'est notre petit secret, tu n'en parles à personne, voilà. Donc, et c'est revenu 2 fois, en fait, sur des auditions, donc je me dis, ça c'est le titre, ça va être le titre de la série. Oui. Donc voilà, cette série, effectivement, on y arrive, enfin, parce que je l'avais commencé en 2011, et c'est vrai qu'elle aurait dû sortir en 2022, mais heureusement qu'il y a eu ce petit incident qui a fait que j'ai arrêté, j'ai pas pu sortir le premier numéro de cette série parce que il y avait des problèmes de peu importe d'autorisation et surtout il y avait des victimes qui avaient été très choquées de voir le film parce que moi je montre toujours le film avant diffusion aux victimes pour avoir leur assentiment et la veille de la diffusion je montre le premier volet, le premier épisode. C'est le premier volet que nous allons voir. Non, ça sera un autre volet. Ça sera d'accord, un autre. C'est pas du tout. Donc j'ai dû changer un petit peu mon fusil d'épaule pour mettre celui-ci de côté en attendant. Pourquoi ? Parce que les gens avaient été très. Les gens avaient été, ils étaient pas prêts en fait. Je comprends. Ils étaient pas prêts. Et elle me dit Pierre, je peux pas. C'est trop fort, c'est trop violent. Donc moi j'ai
Bien sûr, j'ai fait marche arrière. Enfin, j'avais pas diffusé un film contre la vie même de ces victimes. Alors, Pierre Barnérias, c'est quoi la ligne rouge de ces 5 premiers épisodes? Il y en aura 10 en tout, effectivement, de 52 minutes chacun. Hein, absolument. Avec des témoignages extrêmement forts de victimes, de maires, de journalistes, d'avocats, de politiciens, de juges. Et vous avez dit quelque part, nous dessinerons une nouvelle carte de la pédocriminalité et de son organisation jusqu'au plus haut sommet. Oui, dans les réseaux. On va continuer l'enquête et ça sera dans la saison 2. Il y aura 2 volets, 52 minutes. Et là, on continue l'enquête sur Outreau. On va relancer également l'enquête sur Dutroux, sur Marc Dutroux. Enfin voilà, on continue de creuser en fait. Alors ça n'arrête pas. C'est notre petit secret, c'est juste pour défendre l'innocence, pour dire stop. On a un crime il faut que tout le monde s'empare de ce sujet. Les survivantes, la sortie des survivantes a été un impact énorme. André, énorme auprès du public et surtout auprès des victimes et qui enfin se sont sentis entendus et qui ont brisé le silence. On a reçu des dizaines de courriers, même lors des séances avec des survivantes. Il y a des personnes qui se sont levées, qui ont témoigné publiquement devant tout le monde. Donc ça a été un raz-de-marée. Et de voir vous avez fait la tournée de France dans les cinémas, etc. Non, on n'a pas forcément fait la tournée de France, puisque le film a très bien marché par lui-même. On a fait plus de 40 000 entrées, ce qui est quand même beaucoup pour un documentaire et pour un film avec une sensibilité aussi forte et aussi difficile. Et c'était un beau film, parce que le public s'en est emparé. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail, comme va le montrer cette série. On va montrer tous les dysfonctionnements en fait de l'appareil judiciaire, de ces différents acteurs qui vont du procureur aux enquêtes de police, aux juges des affaires familiales, aux juges des enfants, à l'aide sociale à l'enfance. Enfin voilà, on va faire un panel, on va faire le tour en fait, un tour d'horizon de la pédocriminalité en France et bien sûr à l'étranger concernant les réseaux. Voilà, alors justement, et cette pédocriminalité, Pierre Barnérias, au bout de cette enquête, de ces années d'enquête que vous faites et de réalisation, elle est aussi importante que ça. On a l'impression que c'est presque le monstre du Loch Ness. On veut pas en parler. De temps en temps, justement, des choses sortent, que ce soit tel ou tel film américain, les vôtres, etc. Mais est-ce que c'est aussi vraiment terriblement, horriblement fondamental que cela? C'est capital. C'est capital, André. Je suis effrayé, même si je suis content d'entendre tous les retours que j'ai sur les films et même sur cette série par rapport à la bande-annonce qu'on a diffusée. Je pense que je ne pouvais pas imaginer, encore une fois, je ne pouvais pas imaginer l'impact des survivantes sur un public qui n'est pas un public ciblé. Hein. C'est des gens qui sont venus aussi par hasard pour essayer de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce film. Donc, moi, je reste... j'aime pas dire ça, mais je suis persuadé que c'est au public maintenant, à la population, de prendre en charge cette thématique. Elle est capitale. Il s'agit de nos enfants. C'est une société qui prend pas soin de ses enfants. Et là, c'est pas une question de pas prendre soin. C'est que, à travers cette série, je vais montrer qu'il y a une corruption évidente, qu'il y a une manipulation, qu'il y a aussi un pourrissement moral de nos élites, enfin de nos décideurs, parce que les décisions vont tellement à l'encontre du bon sens qu'on est obligé de se poser le problème de la corruption structurelle. Tous ces acteurs de la protection de l'enfance, rappelons le budget, enfin de l'aide sociale à l'enfance, qui est l'anciennement la l'ASE, c'est 9 milliards quand même. 9 milliards, le budget de l'agriculture, je crois que c'est 13 milliards, donc... vous ne dites pas que tous les gens de la SE sont... Mais bien sûr que non, mais bien sûr que non, mais bien sûr. Ben, nous, journalistes ou réalisateurs, on est là justement pour mettre un éclairage sur ce qui reste caché, ce qui reste secret. C'est évident qu'il y a des médecins qui sont fabuleux, qui sont fantastiques. C'est évident qu'il y a des juges pour enfants qui sont extrêmement courageux. Mais bien sûr, moi je suis juste là, à mon niveau, de dire attention. Montrer la part d'ombre. Là, il y a la part d'ombre, et qui est dans l'ombre depuis trop longtemps. Comment expliquez-vous que ce sujet n'est pas traité, ça commence à sortir et je m'en réjouis, n'est pas traité par les grands médias qui ont beaucoup de moyens. C'est que des petits journalistes ou des réalisateurs indépendants comme moi, comme Laurence Beneux, comme Karl, comme Pascal Justice, qui font le travail. Alors que c'est de loin l'injustice la plus criante, la plus affligeante et la plus révoltante. C'est la plus révoltante. Parce que c'est vrai que, comme disait le juge Durand,
prendre au sérieux la parole de l'enfant, c'est accepter l'insoutenable. Un enfant qui se fait violer à l'âge de 4 ans, ou voire même un nourrisson, il n'y a pas pire. Regardez le procès que... Parce qu'il y a eu même des nourrissons. Mais bien sûr. Ouais. Oui, regardez le procès, vous disiez... Voilà. En ce moment, on a un procès, normalement, qui devrait faire la une de toutes les télés. C'est le procès de Joël Le Squarnec. Joël Le Squarnec, chirurgien, qui a exercé à l'hôpital de Jonzac, et qui se retrouve aujourd'hui avec 349 victimes, 299 parties civiles... 349 victimes. Oui, 299 parties civiles. C'est un procès qui est juste énorme, tentaculaire. Là, on a découvert qu'il y avait quand même... Il a quelques complices. Il a eu quelques complices au sein de l'hôpital Jonzac. On a un anesthésiste réanimateur qui a été condamné, qui avait déjà été condamné pour détention de matériel pédopornographique. Le fameux chirurgien Joël Le Squarnec avait été condamné en 2005 pour détention de matériel pornographique. Et c'est en 2017 où, en fait, il a écopé d'une première... Enfin, pas d'une sanction, mais il a été mis en examen pour viol parce qu'il est allé taquiner à la fois sa voisine de 5 ou 7 ans, je ne sais pas quel âge elle avait, et également des membres de sa famille. La moyenne d'âge de toutes ces victimes, c'est 11 ans. Et il faisait ça à l'hôpital. Dans son environnement professionnel. Et ce qui était intéressant aujourd'hui, alors, encore une fois, tous les médecins ne sont pas des violeurs d'enfants, on est d'accord. On est tous d'accord, et vous l'avez dit d'ailleurs, Pierre Bernouin. Mais enfin, que cette chose se passe, et vous avez raison, elle ne fait pas la une des médias. Tous les jours, normalement, il devrait y avoir une dépêche là-dessus. Encore une fois, je reprends juste quelques explications pour qu'il y a quand même une vraie omerta des médias, même si aujourd'hui, je m'en réjouis encore. Ça y est, ça commence à sortir. France Info en parle, Le Figaro également en parle de ce fameux procès. Mais que dire encore de cet ancien journaliste qui vient d'être condamné à 20 ans de réclusion pour avoir violé et pour avoir martyrisé les filles de son ex-compagne. Oui, absolument. Il s'appelle Jean-Philippe, je me rappelle plus. Et qui affichait des idées très progressistes et très morales. Bien sûr, il travaillait. Voilà, et bon, ça, et puis moi j'ai découvert dernièrement, on vient d'annoncer, on a enterré le réalisateur Yves Boisset. Yves Boisset, qui était un grand réalisateur, qui était un journaliste également, qui était quelqu'un d'engagé, convaincu. Quand il raconte comment il a pu faire ce film, La femme flic, en partant de faits réels, c'est-à-dire une policière qu'il avait rencontrée, qui avait mis au jour tout un réseau de prostitution qui alimentait tous les notables qui étaient proches de la mairie de Lille. Cette policière, elle était accablée, parce qu'elle avait été mise de côté, on lui a demandé d'arrêter. Donc, il y a des freins qui sont énormes. Et ces freins énormes, c'est ça qui m'intéresse, moi. On va en parler, Pierre Bernouin, c'est justement avec vous et avec cette série extrêmement forte. À tout de suite, on en continue d'en parler. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ne pas attendre pour protéger les enfants. Moi, je suis juge des enfants. La protection des enfants n'attend pas. Quand un enfant est en danger, il doit être protégé. Un enfant qui, dans la terreur, fait des dessins, pleure, crie, hurle quand il voit son père. Donc il y a des signes physiques, voilà, des signes psychiques. En plus, quand se rajoutent les signes cliniques, les fissures anales ou l'infection urinaire. Le tabou n'est pas l'inceste lui-même, mais l'interdire. Parce qu'il est plus commode de faire alliance avec l'agresseur qu'avec les victimes. La tentation pour la société est toujours de se voiler la face, pas de regarder en face cette réalité, et surtout de mieux s'armer pour prévenir ces violences, lutter contre l'impunité des agresseurs. Un extrait de la bande-annonce de Notre Petit Secret, cette série de 5 épisodes, 10 en tout, mais la première saison, 5 épisodes de 52 minutes chacun, et qui va être bouleversant, Je rappelle encore une fois
que Pierre Barnerias, que la bande-annonce, le premier épisode, flagrant délit d'injustice, donc sera montré le 29 mai, c'est bien prochain, là, dans quelques jours, pour ceux qui ont... alors, comment d'abord on peut s'abonner à acheter la série? Expliquez-nous, juste avant de la série, pour l'instant, c'est sur ma plateforme, citizen-v.com. Citizen-V. V comme la lettre V. La lettre V comme vérité, comme voilà. Citizen-v.com. Et surtout, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver un diffuseur télé. Je suis en contact, là, je rentre du marché international de Cannes, et j'avoue que j'ai vraiment été très très agréablement surpris, à la fois de la réception de cette série, mais aussi des survivantes. Donc je suis relativement confiant. J'espère trouver peut-être à la rentrée un diffuseur télé. Pour l'instant, on va la sortir sur la plateforme. Mais parce que voilà, encore une fois, c'est un sujet qui nous... mais c'est un sujet qui nous concerne tous. Et dont le public doit s'emparer de ce sujet. Il est capital, ce sujet. Parce qu'effectivement, on va le montrer quand on va parler des réseaux, ça monte haut, ça monte très très haut. Alors, alors justement, parlons de cette série. De quoi s'agit-il, enfin, de qui s'agit-il et comment vous avez choisi vos histoires? Les histoires, j'ai essayé de voir les différentes catégories d'histoires qu'on peut mettre bout à bout. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va montrer dans les 2 premiers épisodes des flagrants délits d'injustice, mais criants. Par exemple, vous pouvez nous raconter? Oui, le premier épisode, l'affaire remonte à 93. Inceste, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle constate que son fils revient de chez son père avec des fissures anales, avec des choses vraiment graves. Elle fait montrer son enfant de 4 ans à un médecin qui fait un signalement. Il y aura en tout 12 signalements pour la faire courte. Le père, qui est un homme d'affaires extrêmement riche et très puissant en France, ne sera jamais inquiété. Il n'y aura jamais de plainte. Il y aura une plainte, mais qui sera classée sans suite automatiquement, comme 80% des plaintes qui sont classées sans suite quand vous avez des viols sur mineurs. Donc 80%, attendez, vous dites 80%. 80%. Quand des viols sur mineurs, 80% des plaintes contre viols sur mineurs sont classées sans suite. Absolument. Absolument. Non, statistiques officielles. Mais oui, mais c'est énorme, Pierre Barnerias. Écoutez, le juge de rang, c'est 80% de plaintes sont classées sans suite. Et donc, oui, sur une année, il y a peut-être 1000 condamnations. Si je reprends les chiffres du juge de rang, c'est rien. C'est rien. Et pour revenir à cette histoire, qui remonte à 94, encore une fois. Il y a 30 ans, ouais. Il y a 30 ans, donc elle porte plainte, des médecins se saisissent, il y a 14 signalements de médecins pour montrer qu'il y a un vrai problème. Le juge classe l'affaire et donne la garde au père. C'est-à-dire qu'on renvoie l'enfant à son agresseur. Et aujourd'hui, l'enfant, il a 30 ans. Il a du mal à parler, il a encore peur de son père, qui apparemment, aujourd'hui, lui verse pas mal d'argent. Intéressant, non ? Lui, il ne parle pas, l'enfant. L'enfant qui a 34 ans maintenant. Ouais, il a 34 ans et aujourd'hui, voilà, cet enfant, il est brisé à vie. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que un viol d'enfant, l'enfant, il prend perpète. Surtout s'il n'est pas encadré, surtout s'il n'y a pas de système de soins. Et c'est ce qu'on va décortiquer, en fait, tous les aléas et tout ce que l'enfant rencontre au cours de sa vie, avec d'abord les injustices, la non prise en compte de sa parole. L'enfant n'est pas entendu. L'enfant n'est pas entendu. On fait davantage confiance à l'agresseur qu'à l'agressé. C'est fou, quoi. Donc, et on parle d'enfant, on parle d'innocence. Oui, donc c'est pas rien. Donc on va progressivement dans la série, on va d'abord montrer toutes ces incohérences, tous ces dysfonctionnements judiciaires. Et quand vous avez autant de dysfonctionnements, vous êtes obligé de vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une corruption structurelle ? Parce que c'est ce qu'on montre, enfin c'est la question que l'on pose. Après, on va s'intéresser aux médecins. C'est intéressant, les médecins. Ouais. Ils sont juges et partis. Juges, pourquoi ? Parce que quand il y a une agression, c'est eux qui constatent.
Et quand il faut aller valider la plainte ou la parole de l'enfant ou de la personne, c'est eux également qui disent bon, c'est douteux. C'est douteux, voilà. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate avec cette affaire Le Squarneck? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un chirurgien, 300 plaintes. Avant de venir ici dans ce studio, j'ai appelé ma consoeur Laurence Beneux qui travaille depuis 25 ans sur cette thématique. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu ressens à travers ce procès? Est-ce que pour toi c'est quand même le procès du siècle ou pas? Elle me dit non. Moi, ce que je constate, et ce procès valide ce que je pense depuis toujours, c'est quand vous avez un pédocriminel qui est poursuivi par 3 ou 4 parties civiles, ça veut dire que derrière, il y en a au moins minimum une centaine. Minimum une centaine. Il faut savoir. Une centaine. Vous voulez dire que ce criminel... ce criminel, il a déjà 300 plaintes. Sauf que le parquet vient de relancer l'enquête. Pourquoi? Parce que lors de son audition, il a quand même dit qu'il n'avait pas tout noté sur son carnet. Parce que vous savez pourquoi il y a eu 300 plaintes. C'est pas parce que c'est pas parce que les policiers tout d'un coup se sont mis à faire une superbe enquête et à se déchaîner. Non, c'est parce que lors de cette première de ce viol qui a été où les parents ont porté plainte, les juges sont allés faire une perquisition et qu'est-ce qu'ils ont retrouvé chez lui? Ils ont retrouvé un petit carnet dans lequel il notait tous ses viols. Et il le dit lui-même. Oui, lui-même notait ses viols. Il notait lui-même ses viols. Il notait lui-même ses viols. Il y avait des vidéos, il y avait des films. Et c'est pour ça ensuite, les enquêteurs sont allés chercher toutes les victimes. Et Joël Le Squarneck le dit. Je suis un pervers, je suis un pédophile, j'assume complètement. Donc, vous avez un chirurgien. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le volet 1 de ma série, que je n'ai pas pu diffuser, il mettait en cause également un chirurgien, qui lui avait également tout son réseau de médecins. Parce que c'est facile, un chirurgien qui travaille avec un anesthésiste. Parce que les enfants... C'est une solidarité de groupe, quoi. C'est pas seulement une solidarité de vous, c'est une complicité. C'est-à-dire que quand vous avez un anesthésiste, il anesthésie l'enfant, et puis après vous pouvez le violer. Enfin, on entend... C'est pas entendable. C'est pas entendable, c'est pour ça qu'il faut que ça se sache, encore une fois. C'est-à-dire que le dossier est tellement lourd, et encore une fois, merci à la presse de s'intéresser à ce sujet. Mais pas seulement, là j'ai vu dernièrement qu'Arte avait diffusé un beau documentaire, bien fait, Pédocriminels la traque. Oui, c'est des pédocriminels qui vont violer des enfants par Internet, en se mettant en contact à Madagascar. Très bien, mais c'est des gens isolés, quoi. Là, à travers cette série, c'est un système qu'on va essayer de démonter. Enfin, démonter, on va essayer de pas le démonter. Moi, je suis pas là pour démontrer, je suis juste là pour montrer. Quand même, on va essayer de décrypter, mais de décrypter avec des témoignages. Et ce qui m'intéresse à chaque fois dans le documentaire, c'est de rendre hommage à notre humanité. Et dans ce documentaire, vraiment, j'ai rencontré des gens, mais j'ai pas de mots pour dire à quel point je suis admiratif à la fois de leur volonté, de leur courage, de leur pugnacité, parce que quand vous vous retrouvez seul à être poursuivi 3 à 4 fois par le juge des affaires familiales, par le juge des enfants, par le procureur, notamment... Il faut avoir la colonne vertébrale pour tenir face aux autorités. On va continuer à en parler, Pierre Barnerias, après cette petite pause. C'est absolument fondamental, c'est vrai, et que vous montrez et que nous transmettons, c'est très important. On ne peut pas faire comme si, encore une fois, fermer les yeux, les oreilles, je le dis toujours, le réel frappe à la porte, vous aurez beau boucher vos yeux et vos oreilles, surtout, fermer portes et fenêtres, et bien à un moment donné, il enfonce la porte. Et c'est une bonne chose. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Pierre Barnerias, le réalisateur, l'auteur, l'homme de presse pour cette série bouleversante. Notre petit secret. La première sortira le 29 mai. Et toute la série à partir du 28 juin, c'est une première série de 5 épisodes, je rappelle, il y en aura 10. Mais justement, toutes ces histoires dont vous parlez, Pierre Barnerias, ces flagrants délits, ces viols en médecins organisés, justement, dites-moi, il y a je n'aime pas en non-dit, mais en sous-titre, en fil rouge aussi, le Conseil de l'ordre des médecins. Quel rôle a-t-il joué, en tout cas en partie, dans cette histoire?
C'est la question auquel le Conseil de l'Ordre doit répondre aujourd'hui à Vannes, lors du procès Joël Le Squarnec, puisque c'est la question. Comment le Conseil de l'Ordre a-t-il pu laisser faire ce prédateur ? Enfin, qui, je le rappelle, il y a 300 victimes. 300 victimes. 300 parties civiles. Donc oui, il faut savoir que si vous lisez le rapport de la Cour des comptes de 2019 sur le Conseil de l'Ordre, il n'est pas tendre. Il montre que des cas graves de manquement dans les affaires à caractère sexuel. Ils l'ont dit dans le rapport de la Cour des comptes. Ah mais bien sûr, absence de système d'alerte. Je vais juste vous lire, j'ai pris quelques notes. Ça sort des exemples concrets de dysfonctionnement. Un gynécologue parisien couvert par l'Ordre. Première plainte en 1988. Radiation en 2013. L'Ordre a été 2013, oui. L'Ordre a été condamné à 3 000 € pour avoir couvert ses agissements. Première plainte 1998, radiation 2013, c'est juste. Médecin du centre de la France, condamné dans les années 2000, poursuivi par l'Ordre seulement en 2016, après une récidive connue en 2015. Docteur X à Cayenne, condamné en 2014 pour agression sexuelle sur mineur, poursuivi disciplinairement 3 ans plus tard. Vous vous rendez compte le délai qu'il y a ? C'est-à-dire que le Conseil de l'Ordre, qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi son rôle ? Et quand vous avez que, pour traiter ce genre de dossier, vous n'avez pas des pédopsychiatres, mais vous avez plutôt, je sais pas, des cardiologues ou d'autres qui n'ont rien à voir avec le... Oui, on peut se poser vraiment la question, et en tout cas, c'est très important. Je crois que nous avons On a un auditeur en ligne, Pascal, qui appelle de Clermont-Ferrand. Oui, bonjour Pascal. Bonjour André, bonjour Pierre. Je voudrais vous dire à quel point je suis admiratif parce que vous avez le courage de dénoncer et de vous frotter à ce terrible fléau. Et quand je dis terrible fléau, je sais ce qu'il en est puisque j'en ai souffert quand j'étais petit. Et voilà, je suis tellement admiratif de voir que vous avez ce courage-là. Voilà, je voulais vous le dire. Et c'est un peu pour ça que j'appelais, principalement. Maintenant, mon expérience, c'est ma vie, ma foi. Je ne vais pas m'étendre sur ma vie, ça n'a pas grand intérêt. Mais c'est quelque chose de terrible, parce que quand on fait du mal à un enfant, on ne fait pas du mal à un seul enfant, on fait du mal à l'ensemble de l'humanité. C'est tous les enfants qui souffrent, tous les enfants souffrent. Et c'est terrible, cette omerta qu'il y a autour de tout ça. Personne ne va en parler, il ne faut pas en parler, mais dans les familles, c'est quelque chose de terrible. On n'a pas à imaginer. Alors bravo, en tout cas. Bravo. Merci Pascal, vous avez tout à fait raison. En tout cas, tout est fait, et il faut aujourd'hui qu'un certain nombre de gens, comme le fait Pierre Barnérias, comme le font aussi des Carl Zéro et beaucoup d'autres, en tout cas, en parlent de façon forte. Nous avons aussi, je crois, Maud, nous avons Patricia qui appelle de Marais, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, bonjour Patricia. Bonjour, je vous appelle parce que nous sommes en soutien auprès d'une maman qui s'appelle Cindy, de son prénom, de Châtenay-Malabry. Oui. Châtenay-Malabry, dont la petite fille a été violée l'année dernière, en février 2024, dans un centre de loisirs maternels. Ce n'est pas un cas isolé, puisque deux autres enfants ont été également agressés, et les parents avaient également porté plainte. Oui. Donc le procureur de Nanterre a classé sans suite pour preuve de manque de preuves suffisantes, alors que la petite fille avait reconnu son agresseur. Et depuis, c'est un parcours de combattant pour cette maman qui a appris au mois de juillet l'année dernière sa plainte était classée sans suite, ainsi que toutes les autres plaintes, par une communication du maire sur le fil consacré aux habitants de Châtenay-Malabry. Donc elle n'a même pas été avisée. Elle-même, oui, elle a pris ça par le fil officiel du maire, de la mairie. Quoi. Voilà, exactement. Et donc ensuite, elle s'est trouvée, alors devant cet état de fait, vous imaginez bien les parents dans quel état ils se trouvaient. Donc ils apprennent ça par les réseaux, on va dire, par le réseau de la mairie. Oui, d'accord. Et donc elle décide de ne pas en rester là.
Et pour le coup, elle s'est trouvée harcelée par les services sociaux. Elle a été convoquée. Par les services sociaux de la mairie, c'est ça? Oui, par les services sociaux. Alors, oui. Et donc elle est comparue en juillet de cette année. Elle a comparu devant le juge des enfants parce qu'en fait, il faut savoir que les services... On vous entend mal, Patricia, là. Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, ça va mieux là. Oui. Voilà. Allez-y, parce que je voudrais que Pierre Barnerias vous réponde aussi. Oui. Oui, et donc il se trouve que le signalement a été fait par l'hôpital lui-même. D'ailleurs, elle a porté plainte auprès du Conseil de l'ordre des médecins. Elle a pu être entendue au mois de février. D'accord. Et donc elle persiste dans sa plainte parce qu'elle a pu être assistée par son avocat et qui est très courageuse parce qu'elle a organisé plusieurs marches blanches pour dénoncer ce qui se passait. Elle attend le résultat du Conseil de l'ordre qui doit en référer en Conseil ordinal. Et donc les collectifs de soutien ont adressé des lettres aux ministres, aux députés, etc. Ce qui fait que l'affaire a été transférée au procureur de Versailles, procureur général dont dépend le procureur de Nanterre. Donc depuis le mois de janvier où on a été avisé qu'il y avait une contestation du classement sans suite, on attend toujours la réponse du procureur. Et lorsque j'ai appelé il y a à peu près maintenant un mois, le service, on m'a dit que ça allait être long, qu'il fallait que le parquet de Nanterre renvoie le dossier. Et donc, on a tous les éléments pour montrer que le parquet de Nanterre a fait opposition. Et donc, voilà, on se trouve dans une situation où on essaie de défendre cette maman et on espère... Voilà, et on appelle, on fait appel à Pierre Barnerias pour essayer d'aider cette maman qui est... Merci Patricia. Non, bien vu, vous avez vu que et c'est terrible, ça n'enlève rien, que des cas durent pendant 10 ans, 15 ans avant qu'on puisse... C'est terrifiant ça. Pierre, c'est encore ce que dit Patricia, ça illustre... C'est la mécanique, ça illustre parfaitement ce que l'on montre, c'est-à-dire que il faut faire attention. En plus de ça, moi, je suis relativement inquiet pour cette petite, pour cette gamine, parce que il y a des forts risques que son enfant soit retiré de la famille et soit placé dans les services de l'aide sociale à l'enfance. C'est ce qui se passe normalement. Donc il faut être prudent, mais c'est... attendez, pourquoi? Puisque c'est cette mère qui se bat pour... Oui, mais après on va dire que la mère n'est plus capable, à même, si jamais par exemple elle vit seule, enfin il va y avoir une... C'est des cas que j'ai pu vérifier sur place. On va retirer, on va soi-disant essayer de vouloir protéger l'enfant, lui donner un cadre plus sécuritaire, et après c'est comme ça que notamment dans l'un de mes sujets, l'une des victimes, qui est un père de famille, ce qui est très très rare, ne voit plus ses enfants depuis 14 ans quand même. On va en parler, cette histoire terrifiante, là vous en parlez, ça s'appelle l'État prédateur. L'État prédateur. Justement, c'est l'épisode 5. On va en parler juste après cette petite pause, et 0826 300 300 pour ceux et celles, bien sûr, qui veulent intervenir sur ce sujet qui est quand même, encore une fois, il faut le dire, parce que cela fait des décennies et plus que ça existe, et que on continue encore de faire comme si c'était une petite chose, comme si c'était un fait divers. C'est pas un fait divers, c'est un fait d'horreur. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. C'est notre petit secret, c'est notre horrible petit secret. La pédocriminalité, Pierre Barnerias, après Les Survivantes, vous sortez justement les 5 premiers épisodes de cette série sur cette espèce de gouffre sans fond, quoi, plus que la part d'ombre, l'ombre vraiment,
le mal, quoi. Et justement, dans l'épisode 5, je voudrais que vous racontiez le combat d'un père qui s'appelle Ziad Ali Haydari, dit Ziad Ali. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Avec lui, ce qui est rare, et c'est pour ça que je tiens à montrer qu'il y a aussi, mais c'est beaucoup plus rare, des parents protecteurs, notamment des pères protecteurs. Lui, c'est un artiste peintre, fonctionnaire du ministère de la Culture, sans aucune histoire, sans problème, il a enseigné. Et il se marie avec une jeune femme, une jeune Iranienne, qui, je pense, est un mariage plus ou moins douteux, parce qu'elle, ce qui l'intéressait, c'était plus la carte de séjour et la naturalisation. Carte, et il se rend très vite compte que voilà, ça va pas du tout. Le couple, au bout d'un an, il y a des crises d'hystérie. Elle fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Et donc, il divorce, il demande le divorce à 2 reprises. Elle, par compassion, il essaye il continue quand même la relation, naîtra 2 enfants, et la troisième crise d'hystérie, c'est définitif, donc il demande vraiment le divorce. Et là, à ce moment-là, tout dérape. L'avocate de la jeune maman, choisie par les services sociaux, et qui est également l'avocate de l'ASE, demande de l'aide sociale à l'enfance. Ça se passe où, ça? Ça se passe pas très loin d'ici, à Saint-Germain-en-Laye. D'accord. L'avocate de l'ASE, c'est la jeune femme va porter plainte contre Zia pour viol. C'est grave, pour viol sur elle et viol sur ses enfants. Donc il y a viol sur ses enfants. Et viol sur ses enfants. Donc inceste, elle charge, quoi. Voilà, elle charge. L'enquête de la brigade des mineurs débarque. Le jour fait son enquête. Les enfants sont auditionnés. Après, le lendemain, les enquêteurs repartent en laissant la garde au père. Le lendemain, la jeune maman revient avec une valise, prend les 2 enfants et les place dans le foyer de l'aide sociale à l'enfance de Chanteloup-les-Vignes. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant 1 an, il y a eu cette fameuse enquête pour savoir s'il y a eu bien viol, et à la fois sur elle et sur... Non seulement ça a été classé sans suite, mais il y a eu un non-lieu définitif. C'était juste en disant que c'est totalement faux. C'est totalement inventé. C'est totalement inventé. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe 15 ans plus tard? Les enfants, alors que le juge des enfants, et c'est pour ça que je tenais à ce que cette histoire, parce que normalement c'est pas du tout le cas. Le juge des enfants, cette fois-ci, demande à ce que les enfants aillent chez son père. Parce qu'il a il a tout pour les accueillir. Il a une situation stable, c'est un enseignant irréprochable. Il y a eu une enquête. Donc le juge des enfants. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un juge des affaires familiales qui dit il lui envoie des papiers en disant très bien, on va faire la résidence chez le père. Et quand il reçoit la motivation du juge, il écrit noir sur blanc, Monsieur Ziad Haydari finalement a renoncé à ses prérogatives sur les enfants et veut que ses enfants soient placés. Actuellement, ce juge est poursuivi. Il a inventé un faux. Oui, il a inventé un faux et poursuivi par ce modeste peintre artiste. Il est poursuivi pour faux. Pour en écriture, faux. Et ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que le personnage est intéressant. Aujourd'hui, Ziad Haydari, il a 5 juges d'instruction qui travaillent pour lui. Il a gagné tous ses procès. Il a été assommé par des dizaines de procès de l'ASE, du département, des procureurs. Il a gagné tous ses procès. Et là, aujourd'hui, il a 5 juges d'instruction qui travaillent pour lui. Il a mis en examen un juge des enfants, un juge des affaires familiales, l'ASE, et un 4e, les 2 autres, je les ai plus en tête, et il a gagné contre un avocat, justement l'avocat de l'aide sociale à l'enfance. Seul contre tous. Et il se sent aujourd'hui quasiment investi d'une mission, parce qu'il faut que ce système tombe. Le système de l'aide sociale à l'enfance n'a aucun contradicteur. N'a aucun contrôle. Il n'y a pas de contrôle. C'est un bateau ivre. Il y a un bateau ivre qui pèse 9 milliards d'euros. C'est une fois tous les 5 ans. Il y a on avait fait un sujet sur l'aide sociale à l'enfance. Il y a vraiment des trous dans la raquette, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais regardez les chiffres. Là, il y a eu un rapport de l'Assemblée nationale en avril 2024. C'est récent, hein? Oui, il y a un an. Voilà ce que dit ce rapport. 70% des jeunes de l'ASE quittent le dispositif sans diplôme.
ceux qui travaillent occupent des emplois précaires et peu qualifiés. 64% des jeunes concernés se trouvaient sans aucune prise en charge en 2020 et 45% des jeunes de 18 à 25 ans sans domicile fixe sont d'anciens membres de l'aide sociale à l'enfance. Donc oui, là, il faut revoir ce système. Et Claude, peut-être vous l'avez déjà reçu sur cette antenne, Claude Ardit vient de sortir un livre qui s'appelle La Fabrique. Fabrique du malheur. Moi, je pense que si j'avais sorti un 10e des informations qu'il sort, ben, ça y est, j'aurais été placardé là, en me traitant de tous les noms de complotistes et autres. Donc ça commence à bouger, ça commence à sortir, et tant mieux. C'est ça que je voulais dire. Mais Pierre Barnerias, au fond, ce que vous tirez, vous en avez un peu parlé. D'abord, je voudrais qu'on rappelle, si nos auditeurs ou tous les autres veulent aller vers votre plateforme et s'enquérir et de voir votre série, je rappelez donc Citizen, c'est la plateforme, c'est Citizen-V.com, et on a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle C'est notre petit secret, cnps-la-série.com, et surtout abonnez-vous à cette chaîne parce qu'on va commencer à l'alimenter en énormément d'informations, parce que depuis quasiment 14 ans aujourd'hui, avec ma consoeur Laurence Beneux, on a accumulé un nombre d'entretiens, de reportages qu'on va diffuser en même temps, gratuitement, sur cette chaîne. Sur cette chaîne-là. C'est notre petit secret. Très bien. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est au public maintenant de se saisir de ce dossier. Les journalistes commencent à s'y mettre, tant mieux, je me réjouis. Le public, il faut bouger également. Sachez juste, et j'en finirai, l'inceste, c'est 11% de la population française qui est concernée. Ce qui est énorme. Juste pour l'inceste. C'est pour ça que c'est le sujet. Il n'y a pas d'autre sujet. C'est le sujet principal aujourd'hui. Et en fait, ce qui est aussi le sujet principal, enfin je dirais pas principal aussi, c'est le courage de ces gens qui vont témoigner et qui vont se battre. Pour moi, c'est contre des géants, quoi. Et cette série leur rend hommage. Cette série, pour moi, c'est un souffle de vie, à travers leur humanité, à travers leur combat, à travers leur force, à travers leur pugnacité. Ils ne lâchent rien, elles ne lâchent rien, ce sont des lionnes. Et à travers l'innommable, à travers l'impensable, on va redécouvrir des raisons d'espérer. Et c'est ça qui me touche. Parce que là, il faut bien savoir que l'enjeu, c'est l'innocence. Là, on est en train de violer des innocents. Les innocents sont vraiment en danger. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre échelle? C'est ce que nous aussi, qu'est-ce qu'on fait à notre échelle? On fait ce qu'on doit faire, en tout cas. Merci. À chacun son niveau. L'espoir au-delà du désespoir. Merci Pierre Barnerias. Merci André, merci beaucoup.